Oui, je suis nerveux. Nerveux, je suis épouvantablement. Oh, croyez-vous que je suis fou? On fait quoi là? Oh, la maladie a aiguisé mes sens. Elle ne les a pas détruits. Elle ne les a pas émoussés non plus. Non, 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 non. Plus que tous les autres sens, j'avais le sens de l'ouïe très très fin. Et de ce fait, j'ai entendu bien des choses du ciel et de la terre. Mais j'ai aussi entendu des choses de l'enfer. Pourquoi donc suis-je fou? Attention, attention, et écoutez, avec quelle sagesse, avec quel calme, je puis vous raconter toute l'histoire. Cette maison était un endroit magique qui a nourri l'imaginaire de mon enfance. Bien des années plus tard, un coursier me porta une lettre. À la hâte, je pris mes affaires et m'élançai sur la route. Les nuages pesaient lourds et bas dans le ciel. Et j'avais traversé seul, à cheval, une étendue de pays singulièrement lugubre. Enfin, comme les ombres du soir approchaient, je me trouvais en vue de la mélancolique maison Usher. Je ne sais comment cela se fit, mais au premier coup d'œil que je jetai sur le bâtiment, un sentiment d'insupportable tristesse envahit mon âme. Je regardais les murs qui avaient froid, les fenêtres semblables à des yeux distraits, quelques bouquets de joncs çà et là, quelques troncs d'arbres blancs et dépéris. Qu'était-ce? Qu'était ce je ne sais quoi qui mettait ainsi mes nerfs à vif?
je conduisis mon cheval le long d'un étang noir et lugubre qui s'étalait de tout son long devant la maison. Le propriétaire de la maison, Roderick Usher, avait été l'un de mes bons camarades d'enfance. Mais plusieurs années s'étaient écoulées depuis notre dernière entrevue. La lettre qui m'avait été adressée le matin même était de sa main. Et son écriture portait la trace d'une grande nervosité. Nervosité? Quelle nervosité? Je franchis la grille de la propriété et je pus observer avec plus d'attention l'aspect général du bâtiment. Une mousse verdâtre recouvrait toute la façade et la tapissait comme une fine étoffe curieusement brodée. L'œil d'un observateur plus minutieux aurait sans doute remarqué la fine fissure qui partait du toit, traversait le mur pour aller se perdre dans les eaux noires de l'étang. Je suivis l'allée en direction de la maison et un domestique vint m'accueillir et me fit entrer par la lourde porte gothique. Dans sa lettre, mon ami me parlait d'un mal étrange, de souffrances physiques inexplicables. Et d'une affection mentale qui m'oppresse nuit et jour. Oh, j'ai un ardent désir de vous revoir, ma meilleure amie. À vrai dire, ma seule amie. Oh, j'espère trouver dans la joie de votre société quelque réconfort à mon mal. Venez, venez, je vous en prie, je vous en conjure même. Signé Roderick Usher. Signé Roderick Usher. Dans notre enfance, Roderick et moi étions très proches. Mais en réalité, je ne savais que très peu de choses de lui. Je savais cependant qu'il venait d'une famille très ancienne, marquée par un tempérament bizarrement sensible. Les membres de cette famille ne s'étaient engendrés qu'en ligne directe. Si bien qu'au fil des ans, les gens avaient pris l'habitude de parler de la maison Usher, désignant à la fois la maison, mais aussi ses occupants. Un domestique, au pas furtif, me conduisit à travers de sombres corridors. Sur l'un des escaliers, je croisai le médecin de famille, qui passa précipitamment et sans un mot. Enfin, le domestique m'introduisit dans le cabinet de son maître. La pièce était très grande et très haute. Les fenêtres, longues et étroites,
était placée à une telle hauteur qu'elle semblait impossible à atteindre. Une lumière cramoisie se frayait un passage à travers les carreaux ternes. De sombres et lourdes tapisseries étaient accrochées au mur. La décoration de la pièce était antique, extravagante et complètement délabrée. Il était là, allongé de tout son long. Et j'étais partagée entre un sentiment de pitié et d'effroi. Je n'avais jamais vu quelqu'un changer autant en si peu d'années. Ma chère amie, oh, depuis tout ce temps, j'ai tant attendu votre venue. Mais, musique. 1, 2, 3. Venez. J'avais peine à admettre que l'homme en face de moi était le compagnon de mes jeunes années. La pâleur extrême de sa peau, l'éclat de ses yeux me saisissait particulièrement et même m'épouvantait. Longuement sur le caractère de sa maladie. C'était, disait-il, un mal de famille. Cela se manifeste par une foule de sensations inexplicables. Il souffrait d'une sensibilité extrême. Il était constamment à fleur de peau. Chacun de ses sens le faisait souffrir. Et les aliments les plus simples sont pour moi les seuls tolérables à présent. Ce n'est pas tout. Toutes les odeurs, même celles des fleurs, me suffoquent. Une lumière, même la plus terne, peut me torturer les yeux. Et en toute franchise, il n'y a que quelques sons particuliers qui ne m'inspirent pas la plus grande horreur à présent. Bon. C'est bon, ça va. Je dois être honnête avec vous. Je redoute les événements qui pourraient advenir. Je sens que tôt ou tard, la raison, mais la vie aussi vont m'abandonner. Mais que craignez-vous, Roderick ? Mais je suis accablé par des idées noires, des idées qui viennent, je crois, de cette maison où je vis reclus maintenant depuis de trop nombreuses années. Une ombre semblait peser sur son esprit. La même ombre qui étouffait tout le domaine, des murs jusqu'à l'étang. J'admets qu'au-delà de mes propres tourments, c'est l'état de santé de ma sœur qui me préoccupe. Il empire de jour en jour, d'heure en heure. L'idée, ne serait-ce que l'idée de sa mort possible, me dévaste. Madeleine, c'est ma dernière et seule parente sur la terre. Madeleine ? Pendant qu'il parlait, Lady Madeleine passa dans un coin reculé de la pièce.
et disparu, sans avoir remarqué notre présence. Madeline? Sa mort me laissera comme le dernier de l'antique race des Usher. Il avait mis son visage dans ses mains et sa voix tremblait quand il m'expliqua que, même dans son enfance, Lady Madeline avait toujours été effrayée par le monde extérieur. De nombreux médecins s'étaient relayés pour essayer de la guérir, mais sans y parvenir. Et jusqu'à présent, elle avait résisté aux symptômes de sa maladie. Mais le soir de mon arrivée dans la maison, son corps céda. Je garderai toujours le souvenir de cette triste veillée funèbre en compagnie du propriétaire de la maison Usher. Roderick annonça son intention de conserver le corps pendant quelques jours avant de procéder aux funérailles, pour une raison que je ne comprenais pas. Mais je ne me sentais pas en droit de le contredire. À sa demande, je l'aidais aux préparatifs de cette veillée temporaire. La pièce qui avait été choisie était très petite et très sombre, située à une très grande profondeur, juste en dessous de ma chambre à coucher. On y accédait par un couloir, gardé par une porte en cuivre, dont le gémissement vous glaçait le sang lorsqu'on la poussait. J'étais frappée par la ressemblance entre le frère et la sœur. Le mâle qui avait mis Lady Madeline au tombeau avait laissé sur ses lèvres l'esquisse d'un sourire qui est si terrible dans la mort.
il s'opéra un changement visible dans les symptômes de la maladie de mon ami. Son comportement changea du tout au tout. Il négligeait ses activités quotidiennes. Il errait de chambre en chambre, d'un pas chaotique et sans but. Parfois, je pensais que son esprit était encombré par quelques sombres secrets. Mais d'autres jours, je devais simplement en conclure aux bizarreries inexplicables de sa folie. Je le voyais contempler le vide pendant des heures, comme absorbé par un bruit imaginaire. Il ne faut pas s'étonner que son état eût été inquiétant et même contagieux. Je sentais s'insinuer en moi l'influence de ces superstitions sordides et toxiques. Une nuit, il était très tard. Et dehors, un orage grondait. Je scrutais l'obscurité en essayant de parvenir à entendre les bruits bas et vagues pendant les moments d'accalmie de la tempête. Je ne parviendrai pas à dormir. Il faut que je me sorte de cet état de nervosité. Vous n'avez pas vu, mais vous devez, vous le verrez. Regardez, regardez, vous devez contempler cela. Regardez, regardez, regardez. C'était une nuit d'orage affreusement belle, une nuit unique et étrange, dans sa beauté et son horreur. La brume, comme illuminée par la lune, semblait envelopper la maison tout entière. Éloignez-vous, ne regardez pas. Ce n'est qu'un orage. Vous savez que les éclairs vous font peur. Non, ça n'est pas qu'un orage. Vous le savez, vous comme moi. J'entends et j'ai entendu très très bien depuis bien des jours maintenant. Vous savez ce que nous avons fait. Nous l'avons mise dans la tombe. Cela fait maintenant bien des jours que je l'entends crier, se débattre. Madeleine, elle était là, vivante depuis tout ce temps, et vous et moi, nous n'avons rien fait. Mais calmez-vous, je dis. Je vous dis que ce n'est que l'orage. La tempête nous joue des tours à tous les deux. Moi aussi, j'ai essayé de me dire à moi-même que ça n'était rien. Je me suis dit, oh, ça n'est que peut-être qu'une souris qui traverse le plancher, ou alors peut-être le vent dans la cheminée, mais non. Maintenant, je sais que c'était elle, en train de vouloir s'extirper de son tombeau. Ah, Madeleine, elle était là depuis le début. Oh, n'est-ce pas son pas que nous entendons dans l'escalier? Écoutez. Ne revient-elle pas pour nous reprocher de l'avoir enfermée vivante? Peut-être. Oh, ne serait-ce pas le lourd et horrible battement de son cœur? Oui, c'est ça. Regardez.
Monsieur Usher. Écoute, non, écoutez. Venez que ça sort. Monsieur Usher, calmez-vous. Calmez-vous. Respirez avec moi. Regardez-moi. Respirez. C'est ça. Calmez-vous. Voilà. Je crois que je vous ai perdu pendant un moment. Vous étiez dans cette maison, c'est ça? Rassurez-vous, vous n'êtes pas mort. Mais, dites-moi, elle a l'air de vous préoccuper même dans vos rêves, cette maison. J'aimerais qu'on revienne ensemble sur ce qui s'est passé justement dans cette maison. Vous savez, vous m'en avez parlé la dernière fois pendant notre entretien. Dites-moi, comment vous ressentez ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous trouvez une raison à tout ça? Vous voulez dire comment l'idée est entrée dans ma tête? Ça, c'est pas possible de vous le dire. Seulement, une fois conçu, une fois implanté, plus possible de s'en défaire. Je dirais même que cette idée, elle s'est mise à me suivre, à me hanter, nuit et jour. Une raison? Il n'y en avait pas? Non, pas de raison. J'aimais la vieille, cette sympathique petite vieille. Voilà, très bien. Chut, attention. Voilà. Parfait. C'est bien. Elle ne m'avait jamais fait de mal. Elle ne m'avait jamais insulté. Son argent, toutes ces choses-là, ça ne m'intéressait pas. Non, elle était gentille. Je crois que c'était son œil. c'est ça. Un de ses yeux, celui-là, ressemblait à celui d'un vautour. Un œil bleu, pâle, livide, avec une taie dessus, comme ça. Chaque fois que cet œil tombait sur moi, mon sang se glaçait. Alors, lentement, petit à petit, m'est venue une idée. Et puis, un plan, une organisation. Mais c'est très intéressant ce que vous me dites là, monsieur Usher. D'ailleurs, ça fait vraiment avancer notre travail. Par contre, je ne suis pas sûre de comprendre. Est-ce que c'est cet œil qui vous rendait fou? Moi, fou. Mais les fous ne savent rien de rien. Si vous m'aviez vu, si vous aviez vu avec quelle sagesse, avec quelle prévoyance, quelle précaution je procédais. Avec quelle dissimulation aussi, parce que je ne fus jamais aussi aimable avec la vieille que toute la semaine entière qui précéda. Alors, voilà comment je procédais. Chaque nuit, juste à minuit, le silence absolu régnait dans toute la maison, dans tout le quartier en réalité. Et j'avais terminé toutes mes tâches domestiques, alors je montais le grand escalier qui menait aux chambres. Je montais à pas feutrés, tout doucement. Et j'avançais jusqu'à la porte de la chambre où dormait la vieille. Alors, je tournais le loquet de sa porte et je l'ouvrais.
Et alors j'introduisais une lanterne bien fermée, qui ne laissait passer aucune lumière. Puis je passais ma tête. Vous auriez ri de voir avec quelle adresse je passais ma tête. Je la mouvais lentement, de façon à ne pas troubler le sommeil de la vieille. Certains soirs, il me fallait pratiquement 1 heure entière pour passer toute ma tête, assez avant pour pouvoir la contempler sur son lit. Un fou aurait-il été aussi prudent? Alors, quand ma tête était bien dans la chambre, j'ouvrais un peu la lanterne. Si peu, je l'ouvrais juste assez pour qu'un fin rayon de lumière tombe sur l'œil de vautour. Et tout ça, je l'ai fait pendant 7 longues nuits. Chaque nuit. Juste à minuit. Et je trouvais toujours l'œil fermé. Alors, impossible d'accomplir mon œuvre, parce que ça n'était pas la vieille qui me terrifiait, c'était son mauvais œil. Mais à part ça, comment étaient vos rapports quotidiens? Eh bien, chaque matin, quand le jour paraissait, j'entrais dans sa chambre avec le sourire. En apportant son petit déjeuner, j'ouvrais grand les rideaux. Je lui parlais avec le ton le plus cordial du monde et je lui demandais comment elle avait passé la nuit. Alors vous voyez que ça aurait été une vieille sacrément sagace, si elle avait seulement imaginé que chaque nuit, juste à minuit, pendant qu'elle dormait, je l'examinais. La 8e nuit, je pris encore plus de précautions en ouvrant la porte. La petite aiguille de ma montre tourne plus vite que ne le faisait ma main. Jamais avant cette nuit, je n'avais autant senti toute l'étendue de mes facultés, de ma sagacité. Penser que j'étais là, en train d'ouvrir la porte et qu'elle ne rêvait même pas de mes actions ou de mes pensées secrètes. Alors à cette idée, je laissai échapper un petit rire. Mais peut-être m'entendit-elle car elle se retourna brusquement sur son lit. Alors, vous croyez peut-être que je me retirais? Sa chambre était aussi noire que de l'encre, tant les ténèbres étaient épaisses. Et sachant pertinemment qu'elle ne pouvait pas voir l'entrebâillement de la porte, je continuais à la pousser davantage, toujours davantage.
la lanterne, mon pouce glissa sur la fermeture de fer blanc et la vieille se dressa sur son lit en criant « Qui est là ?» Je restai complètement immobile et ne dis rien. Pendant 1 heure entière, je ne bougeais pas un muscle. Et pendant tout ce temps, je ne l'entendis pas se recoucher. Elle était toujours là, sur son séant, aux écoutes. Mais voilà que j'entendis un faible gémissement, et je le reconnus aussitôt. Ça n'était pas un gémissement de douleur ou de chagrin. Non. Ce gémissement, c'est le bruit sourd et étouffé qui s'échappe du fond d'une âme surchargée de terreur. Je savais qu'elle était restée là, éveillée depuis le tout premier petit bruit. Vous savez, quand elle s'était retournée sur son lit. Ses craintes depuis lors avaient été grossissantes. Elle avait tâché de se dire qu'elle s'était sans cause, mais elle n'avait pas pu, c'est normal. Elle s'était répétée à elle-même « Oh, ce n'est rien qu'une souris qui traverse le plancher. » Ou alors « Oh, ce n'est que le vent dans la cheminée. » Mais en vain. Tout avait été vain, parce que la mort qui approchait était maintenant passée devant elle avec sa grande ombre noire et qu'elle avait à présent enveloppé sa victime. Je me résolus à entrouvrir un peu la lanterne jusqu'à ce qu'un rayon tombe sur l'œil de vautour. Il était ouvert, grand ouvert, et j'entrai aussitôt dans une fureur extrême. À cet instant, un bruit sourd, étouffé, fréquent vint à mes oreilles. Un bruit comme celui que ferait une montre enveloppée dans du coton. Ce bruit-là, je le reconnus très très bien aussi. C'était le battement du cœur de la vieille. Et la charge infernale du battement allait de plus en plus vite. Elle était de plus en plus forte, de plus en plus précipitée, toujours de plus en plus lourde. La terreur de la vieille devait être extrême. Mais voilà que vint une autre crainte. Ce bruit, il pouvait être entendu par un voisin. L'heure de la vieille était venue. La vieille était morte. Je soulevai le lit et j'inspectai le cadavre. Elle était raide. Raide morte. J'ai quand même mis ma main sur le cœur et j'ai attendu plusieurs minutes. Pas une pulsation. Elle était morte. Son œil, désormais, ne me tourmenterait plus. Si vous persistez à me croire fou, votre croyance s'évanouira quand je vous décrirai les sages précautions que j'employais pour dissimuler le cadavre. La nuit avançait et je travaillais à la hâte, mais en silence. D'abord, je coupais la tête. Puis les bras. Puis les jambes.
Ensuite, j'arrachais 3 planches du plancher de sa chambre, juste là, et je cachais le tout entre les voliges. Puis je replaçais les planches si adroitement, si habilement, qu'aucun œil, même pas le sien, n'aurait pu y voir quoi que ce soit de louche. Il n'y avait rien à laver. Pas une souillure. Pas une tache de sang. Quand j'ai terminé tous mes travaux, il était 4 heures du matin. Il faisait encore aussi noir qu'à minuit. Et pendant que le timbre sonnait l'heure, on sonna à la porte de la rue. Je descendis ouvrir le cœur léger car qu'avais-je à craindre ? Trois hommes entrèrent qui se présentèrent comme étant officiers de police. Un cri avait été entendu par un voisin pendant la nuit, une dénonciation faite au bureau de police et ces messieurs avaient été envoyés pour visiter les lieux. Je souris. Qu'avais-je à craindre ? Je souhaitais la bienvenue à ces gentlemen. Le cri, dis-je, c'était moi qui l'avais poussé dans un rêve. La vieille, ajoutai-je, était en voyage quelque part dans le pays. Je promenais ces messieurs par toute la maison. Je les priais de chercher, et de bien chercher. À la fin, je les emmenais dans sa chambre, et je leur montrais ses trésors, en parfaite sûreté, parfaitement en ordre. Dans l'enthousiasme de ma confiance, je leur portais des sièges et les priais de bien vouloir se reposer de leur fatigue. Et quant à moi, avec la folle audace d'un triomphe parfait, j'installai ma propre chaise à l'endroit même qui recouvrait le cadavre. Les officiers étaient satisfaits. Mes manières les avaient convaincus. Et moi, je me sentais singulièrement à l'aise. Mais après quelques minutes, je sentis que je devenais pâle et je souhaitais leur départ. Ma tête me faisait mal et il me semblait que mes oreilles me tintaient. Mais eux, ils restaient toujours là, assis, et toujours ils causaient entre eux. Et ce bruit qui augmentait dans mes oreilles. Alors, pour le couvrir, je me suis mis à parler de plus en plus, de tout, de rien. Sans doute je suis devenu alors très pâle. Mais je continuais à bavarder de plus en plus vite et de plus en plus haut. Mais ce bruit... Oh, c'était un bruit sourd, étouffé, fréquent, très semblable à celui que ferait une montre. Une montre enveloppée dans du coton. Je respirais laborieusement, mais les officiers n'entendaient pas encore. Pourquoi ne voulaient-ils pas partir ? Le bruit augmentait dans mes oreilles, alors je me suis levé et je me suis mis à disputer sur des niaiseries, dans un diapason très élevé, avec une forte gesticulation. Mais ce bruit, il se faisait de plus en plus fort. Pourquoi ne voulait-il pas s'en aller ? Et là, le bruit, maintenant, il dominait. Il allait plus fort, toujours plus fort. Et les officiers, ils souriaient, ils plaisantaient, ils bavardaient. Mais pourquoi ne voulaient-ils pas partir ? Était-il possible seulement qu'ils n'entendent pas ce bruit ? Oh mon Dieu.
s'entendaient. Ils s'entendaient très bien. Ils soupçonnaient. Ils savaient. Ils se jouaient de moi. Ah, misérable! J'avoue la chose. Arracher ici, arracher ces planches. C'est là qu'est le battement de son affreux cœur. Arracher ici, je vous dis. Vite, arracher. C'est là, je vous dis, c'est là, arracher, je vous dis, arracher. Ah, c'est là.